les investissements chinois massifs dans Tanger Med, l'implication et le rôle que le Maroc, que la Chine veut faire jouer au Maroc dans le cadre des routes de la soie. On a l'impression quand même d'un Maroc qui qui est une véritable puissance diplomatique aujourd'hui et qui a acquis un art de la diplomatie très évolué. Une diplomatie de voisinage, une diplomatie de proximité. Faire en sorte de n'avoir aucun problème avec ses voisins, si ce n'est que la diplomatie du Maroc est une diplomatie à 360 degrés, je l'ai évoqué, mais c'est aussi une géopolitique, une géoéconomie et une géoculture. Le Maroc a parfaitement compris que sa diplomatie est à la fois africaine, c'est une diplomatie atlantique qui de facto l'amène à avoir les meilleures relations possibles, mais c'est également un pays développé ou qui s'est développé de manière post-coloniale. Le Maroc est plus qu'un pays, c'est une civilisation. C'est la plus vieille monarchie, une des plus vieilles monarchies en remontant au 8e siècle. Donc toute cette logique d'une Maroc civilisation ou d'un État civilisation ou d'une nation civilisation. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder un petit extrait de l'interview très intéressante d'Emmanuel Dupuis sur la chaîne YouTube Omerta. Donc nous avons déjà fait 2 extraits, je vous propose de regarder un 3e et c'est le dernier, je vous promets. Alors cette fois-ci on va parler de la diplomatie marocaine, de la géopolitique et de la politique de l'État marocain et de ses relations avec les puissances mondiales et dans son voisinage. Donc je vous laisse regarder et puis on va discuter après. Donc la position marocaine est une position, la position chinoise est une position évolutive pour une autre raison. Les investissements chinois massif dans Tanger Med, l'implication et le rôle que le Maroc, que la Chine veut faire jouer au Maroc dans le cadre des routes de la soie, enfin du Belt and Road Initiative, et la manière dont la Chine se positionne comme un acteur de médiation et de facilitation sur le continent africain. La question au Sahel, peut-être dans quelques mois ou quelques années, ou en tout cas sur la position du Sahara. Alors, en guise de dernière question, parce qu'on a déjà balayé largement le sujet, à vous écouter et à vous lire dans vos nombreuses publications, on a l'impression quand même d'un Maroc qui est une véritable puissance diplomatique aujourd'hui et qui a acquis un art de la diplomatie très évolué. Comment peut-on caractériser le modèle marocain de relations internationales et de relations diplomatiques? D'abord, une diplomatie de voisinage, une diplomatie de proximité. Faire en sorte de n'avoir aucun problème avec ses voisins, si ce n'est qu'on a au Maroc un voisinage particulièrement perturbant et qui nous ramène à ce que fut la guerre des Sables dans les années 60 et un antagonisme qui n'a vraiment jamais cessé depuis l'indépendance des 2 pays, la fin du protectorat en 1956 et l'indépendance algérienne en 1962. L'Algérie a toujours cherché à jouer sur 2 tableaux, le substrat colonial et l'antagonisme des voisins, du voisinage algérien aujourd'hui et tunisien avant. Deuxième élément, une politique de voisinage perturbée par la manière dont la Mauritanie a voulu s'arrimer aux positions diplomatiques de l'Algérie pendant les bonnes dernières 30 années, avec une évolution récente qui fait que la Mauritanie cherche désormais à se positionner davantage comme puissance atlantique, donc comprenant son intérêt à en tout cas j'espère, avec le nouveau président El Ghazouani qui a été réélu il y a de cela quelques mois, dans une position d'une logique de cohérence atlantique. La diplomatie du Maroc est une diplomatie à 360 degrés, je l'ai évoqué, mais c'est aussi une géopolitique, une géoéconomie et une géoculture, dans le sens où la diplomatie marocaine est utilement servie par des projets d'infrastructure, excusez cette redondance, structurants, qui visent à développer non seulement le Maroc et accessoirement à désenclaver aussi un certain nombre de régions marocaines. Sur les 12 régions marocaines, il y en a 3
qui sont enclavés. Et donc forcément, l'ouverture vers l'Atlantique va permettre un développement homogène du territoire marocain dans la foulée de la politique de régionalisation et du modèle le nouveau modèle de développement tel qu'il a été proposé par l'actuel ministre de l'Éducation, ancien ambassadeur, notre ami Chakib Ben Moussa. Troisième élément, le Maroc a parfaitement compris que sa diplomatie est à la fois africaine, puisqu'elle est partie prenante de ce continent, sans remonter jusqu'à l'esprit et à la geste de la conférence de Casablanca, qui donne naissance en 61, 2 ans avant la constitution de l'Organisation de l'Unité africaine, à l'époque, avec Mohamed V, le grand-père de l'actuel roi. C'est une diplomatie atlantique qui, de facto, l'amène à avoir les meilleures relations possibles avec les pays qui sécurisent, développent l'océan Atlantique, que ce soit dans sa dimension septentrionale ou méridionale, les États-Unis et les pays de l'OTAN. Mais c'est également un pays développé, ou qui s'est développé de manière post-coloniale, ce qui en fait un acteur majeur dans ce qu'on appelle pompeusement le Sud global, ou plutôt les Suds en développement, en recherche d'autonomie, ou en recherche d'identité stratégique et économique. Il n'est pas étonnant qu'à l'occasion du prochain sommet de Kazan, le prochain sommet des BRICS, il y ait un élargissement de ces BRICS, et le Maroc, qui n'a pas officiellement fait sa demande, contrairement à l'Algérie, qui, elle, a formulé sa demande, pourrait légitimement faire partie de ces pays émergents, en tout cas venir comme 26 autres, en l'occurrence, faire partie des 27 futurs impétrants de cette organisation. Donc c'est une diplomatie multilatérale, ou d'un multi-non-alignement, avec l'idée qu'elle ne se situe de manière intelligible et intelligente dans un discours et dans un dialogue équilibré avec tous les parties prenantes. On l'a vu par rapport à la position en Ukraine. Le Maroc s'est abstenu de condamner la position russe, dans la première résolution onusienne de février 2022. Elle n'a pas participé au vote pour cette première résolution. Elle s'est abstenue dans la deuxième, partant du principe d'une stricte neutralité et par rapport à l'impact que cela peut avoir, notamment par rapport à la question de l'approvisionnement en céréales. Enfin, la diplomatie marocaine, pour répondre plus précisément à votre question, est une diplomatie qui a bien compris ou a parfaitement analysé le fait qu'il y a une diplomatie officielle. Et de ce point de vue, le Maroc est fortement pressenti pour faire partie des 2 pays qui pourraient, selon la position américaine, faire partie de manière permanente du Conseil de sécurité, donc en jouant très ouvertement la position du règlement, ou en privilégiant le règlement de la question marocaine, la question du Sahara, par le biais de l'ONU, et non pas par le biais de l'Union africaine, mais c'est également un pays qui a parfaitement compris, dans sa dimension géoéconomique et géoculturelle, que le Maroc est plus qu'un pays, c'est une civilisation. C'est la plus vieille monarchie, une des plus vieilles monarchies, en remontant au 8e siècle. Ouais. La dynastie actuelle remontant au XVIIe siècle. Et la dynastie chérifienne remontant au XVIIe siècle. Donc toute cette logique d'une Maroc civilisation, ou d'un État civilisation, ou d'une nation civilisation, qui je crois est assez cohérente, ou en tout cas convergente, avec une redéfinition des relations internationales, avec des pays qui se réapproprient leur histoire comme un élément, un ferment plutôt, de légitimité diplomatique. Donc de ce point de vue, la position marocaine peut se rapprocher de la diplomatie chinoise. C'est d'ailleurs un des éléments qui fait que la Chine et le Maroc se sont rapprochés, en mettant en avant la capacité d'attraction par le biais de la spiritualité, un islam du juste milieu, un islam moins dogmatique, un islam d'inspiration soufie et donc non prosélyte ou non intrusif, qui en fait une puissance d'équilibre. Une puissance d'équilibre qui, faut-il le rappeler, sur la question israélienne est parfaitement dans l'équilibre. Je ne donne que cet exemple pour illustrer mon propos. Depuis 1975, le comité Al-Quds est présidé par le roi du Maroc, donc à l'époque Hassan II, et en même temps par les accords d'Abraham,
la position du Maroc est un soutien à Israël. Donc je résumais mon propos en disant une diplomatie intelligente, une diplomatie d'équilibre et surtout une diplomatie qui vise à chercher de la conciliation plutôt que de la confrontation. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous remercie encore une fois pour votre soutien à notre chaîne, pour vos abonnements et pour vos commentaires aussi très nombreux et très intéressants. Donc merci beaucoup et merci infiniment. Donc, concernant cet extrait, bien entendu, Monsieur Emmanuel Dupuis nous montre une vision vraiment qui est très globale et qui est assez intéressante et perspicace sur la diplomatie marocaine. Il a vraiment tout résumé, hein. Donc, en ce qui concerne les relations avec la Chine, la Russie, les États-Unis, la France et l'Europe, mais aussi avec l'Afrique et surtout avec le voisinage immédiat du Maroc, donc que ce soit avec la Mauritanie ou avec l'Algérie, donc et surtout avec l'Algérie, donc c'est le problème géopolitique et diplomatique numéro un du Maroc, donc comme on le connaît tous, mais qui est géré d'une façon très intelligente et assez pragmatique. Et on connaît tous la diplomatie marocaine comment elle essaie d'être plutôt dans une formule gagnant-gagnant et de partenariat avec tous les pays du monde, carrément, avec tous les pays qui sont intéressés par du commerce ou du développement en commun ou de l'investissement au Maroc. Donc ça, c'est surtout c'est connu des Marocains en général, pas seulement de la diplomatie. Les Marocains en général sont des personnes assez diplomatiques, assez accueillants. Donc ça fait partie de notre culture. C'est l'altruisme ou le fait d'aller vers l'autre ou le fait de vouloir faire des relations d'apaisement et de développement et d'amitié avec les peuples du monde. Donc ça c'est une qualité et que la diplomatie marocaine incarne parfaitement. Donc, si on veut résumer, on peut dire que la diplomatie marocaine est véritablement une diplomatie à 360 degrés. Donc, qui est ouverte vers l'Europe, vers le monde occidental, mais sans oublier qu'il y a aussi un monde oriental avec aussi les pays arabes, les monarchies du Golfe, et sans oublier la Chine, la Russie, même l'Australie, même si c'est un Occident, mais c'est le monde est vraiment toute la carte du monde. Et le Maroc essaie d'avoir des relations économiques et diplomatiques et même stratégiques avec tous les grandes puissances et les pays influents dans le monde. Mais quand on parle de l'Afrique, alors là, le volet Afrique, c'est un volet très spécial dans la diplomatie marocaine. Et depuis disons les 2 dernières décennies, le Maroc a vraiment changé son orientation qui a été plutôt focalisée vers l'Europe, mais en premier degré, en se mettant réfléchissant carrément toute sa stratégie et en remettant l'Afrique en premier lieu dans ces orientations d'investissement et de rapprochement diplomatique. Alors, on donne beaucoup plus d'intention et on travaille beaucoup plus sur nos relations avec nos partenaires africains et notamment en Afrique de l'Ouest et sur la façade atlantique, mais aussi au Sahel et en Afrique subsaharienne. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cette vidéo et je vous remercie pour votre soutien encore une fois et toujours. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.